bonjour à tous. C'est déjà fini. Si vous applaudissez avant que j'ai parlé, c'est pas rassurant pour moi. Bon. Donc bonjour à tous, je suis très heureux et je suis très d'être en Polynésie. J'ai un accueil fantastique. Il y a un colloque pour les 3 jours qui vient, dont le programme s'annonce fastueux et on va échanger ensemble. Et effectivement, j'ai proposé à mes hôtes de pouvoir faire pas en ouverture, mais en parallèle du colloque, en tous les cas, une conférence sur un peu l'état du monde, sur les mutations stratégiques globales et sur dans quelle planète on vit. On vit en fait dans un monde globalisé. On entend toujours parler de globalisation, de mondialisation. Ce sont deux termes qui sont interchangeables, qui sont la traduction du terme anglais globalization, et donc ils sont un petit peu... et on entend toujours parler de cela. Et en fait, que l'on soit à Papeete ou à Paris, que l'on soit à Dakar ou à Tokyo, eh bien, on vit dans un monde globalisé. Et ce qui était auparavant distant ne l'est plus. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de mondialisation. Il y a déjà eu, dans les temps antérieurs, des mondialisations, mais elles étaient très différentes. Et cette vague-là de mondialisation est en train de clore la première vague. Je vais m'en expliquer un peu plus tard. La première vague de mondialisation, elle a eu lieu après 1492. Quand des navigateurs hardis ont compris que la Terre n'était pas plate et que l'on pouvait naviguer, aller loin, ce qu'on appelait les grandes découvertes. Alors les grandes découvertes, c'est très europocentré. On n'a rien découvert, ça existait avant qu'on arrive, et d'ailleurs ça a plutôt été des grands massacres que des grandes découvertes. Mais peu importe, dans les livres d'histoire, c'est marqué comme les grandes découvertes. Et effectivement, pour la première fois, des parties du monde qui existaient mais qui n'étaient pas en contact les unes avec les autres ont été mis en contact, de façon par ailleurs extrêmement violente et extrêmement sanguinaire. Ça, c'était la première étape de la globalisation. La seconde étape, c'est la révolution industrielle au XIXe siècle, la vapeur notamment, qui permet d'aller plus loin, plus vite. Il fallait 30 jours pour aller de New York à Chicago en 1830. 30 ans plus tard, il ne faut plus que 2 jours. Et puis la marine à vapeur va révolutionner le chemin de fer, un peu plus tard le télégraphe. Et là, effectivement, on voit que l'information va circuler de façon plus rapide. Et dans son manifeste pour le Parti communiste, Karl Marx et Engels décrivent une situation où ils décrivent un monde où les capitaux et les idées circulent à l'échelle globale. En fait, quand il y a certains passages du manifeste du Parti communiste qu'on croirait écrits par Alain Minc, enfin pas tous, hein, mais au moins ceux-là lorsqu'ils parlent de cet effet de globalisation. Et donc, et puis au début du XXe siècle, Paul Valéry écrit « Le temps du monde fini commence ». Pourquoi le temps du monde fini commence? Parce que le monde entier a été découvert, toutes les richesses ont été répertoriées, elles ont été partagées, et donc eh bien, il n'y a plus de terre nullius, elles ont toutes été accaparées, généralement par les Européens. Et puis, avant même qu'on parle de mondialisation, eh bien, il y a 2 guerres mondiales. On ne parle pas de mondialisation, mais il y a quand même 2 guerres mondiales, 14-18, 39-45. La crise de 29, elle naît aux États-Unis et elle va s'étendre à l'échelle globale. Donc avant même qu'on parle de globalisation, il y a déjà une mondialisation. En quoi la 3e vague que l'on connaît aujourd'hui se distingue des 2 précédentes? C'est que c'est une formidable contraction du temps et de l'espace. Et que le temps et l'espace qui ont été un petit peu contractés au XIXe siècle l'ont été complètement à la fin du XXe et au début du XXIe. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, eh bien, si je devais prendre contact avec un collègue américain, parce que je n'avais pas de collègues en Union soviétique, je n'avais pas de collègues en Chine, et il y avait très peu de Japonais qui travaillaient là-dessus, il n'y en avait pas en Afrique, il y avait que les Américains qui travaillaient avec les Européens là-dessus. Eh bien, si je devais prendre contact avec un collègue américain, je ne l'appelais pas au téléphone. C'était bien trop cher. Et si je devais recevoir un livre que je voyais qui pouvait être intéressant, j'attendais 6 à 8 semaines qu'il arrive par bateau, parce que le transport aérien était hors de prix pour les livres, et pour les passagers d'ailleurs. Aujourd'hui, il suffit que je me cale sur le décalage horaire, et je peux rentrer gratuitement en contact, non seulement avec mes collègues américains, mais avec mes collègues coréens, chinois, japonais, brésiliens, etc., parce que le monde s'est globalisé et s'est multipolarisé. Et c'est qu'il y a maintenant plusieurs centres de pouvoir. Il n'y a plus que 2 comme auparavant. Et donc, on voit que c'est une formidable contraction du temps et de l'espace,
à un tel point que personne n'irait aujourd'hui parier qu'il n'est pas possible de faire le tour du monde en 80 jours. Et lorsque Phileas Fogg fait son pari en 1873, du moins Jules Verne le date de cette époque, il ne gagne son pari que parce qu'il est parti dans le bon sens de la rotation de la Terre et qu'il gagne une journée. Mais aujourd'hui, évidemment, plus personne n'irait dire qu'il n'est pas possible de faire le tour du monde en 80 jours. Et si la crise de 29 a atteint le monde entier, la crise, elle arrive en Europe en 32. La crise de 2008, lorsque Lehman Brothers fait faillite, dans l'heure qui suit, c'est la crise en Europe. Donc on voit bien que le mode de relation avec les autres a complètement changé parce que nous vivons réellement sur la même planète et il n'y a pas d'endroit qui soit à l'écart de la mondialisation. Peut-être que certains d'entre vous doivent se dire « nous on est loin ». Non, vous êtes au centre, parce qu'il n'y a que des centres dans ce monde global. Il n'y a pas de zone périphérique. Il n'y a que des centres qui sont multiformes, multiples, parce que par les réseaux sociaux, par Internet, par la voie aérienne, on peut aller rapidement partout et qu'on peut être en contact immédiat partout. Sémir a, autre exemple que je tire du football, la première Coupe du Monde du football en 1930 avait lieu en Uruguay. L'équipe de France a mis 15 jours pour y aller parce qu'ils ont pris un bateau de Gênes. C'est le bateau le plus rapide. D'ailleurs, les 4 équipes européennes ont pris le même bateau parce que c'était le bateau le plus rapide. Ils ont mis 15 jours pour y aller. Et donc, il y a plein de joueurs qui ne sont pas venus parce qu'ils ne pouvaient pas partir si longtemps, parce qu'il faut revenir après quand même. Et donc, on voit bien qu'en 2014, au Brésil, c'était à côté. Ben, là, en quelques heures, et des milliers de supporters sont venus au Brésil. Donc, tout a changé dans le mode de déplacement, dans le mode de contact avec les autres. Bon. Mais en même temps, si le monde est global, eh bien, Phileas Fogg, lorsqu'il est parti, il a fait le tour du monde avec ça. Il n'avait pas de passeport, pas de visa. Aujourd'hui, vous savez bien, quand vous allez en métropole, il faut un passeport, il faut un ESTA, et c'est plutôt pénible. Et que, il y a à la fois des murs qui sont tombés et d'autres qui s'élèvent. Et qu'il y a des zones dans lesquelles on pouvait aller tranquillement auparavant, dans lesquelles on ne peut plus aller aujourd'hui. Quand j'étais étudiant, j'avais des copains qui partaient pendant 2 mois l'été en Afghanistan, faire du trekking, se ravitailler en substances diverses, etc. Plus personne n'irait aujourd'hui en Afghanistan. Le pays d'Ogon est interdit et vous avez plein de zones qui sont désormais interdites dans un monde globalisé. Donc la globalisation, elle est à la fois totale et en même temps partielle. Parce que tout le monde n'a pas le même accès. Les murs sont tombés, mais si je veux aller en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal ou en RDC, ça me coûte 500 €, 600 peut-être, et puis voilà, alors j'ai un visa, mais je l'ai rapidement. Si vous êtes malien, sénégalais ou zaïrois, vous voulez venir en Europe, ça risque de prendre des mois, des semaines, ça risque de coûter des milliers d'euros, et donc on voit que la globalisation, elle n'est pas non plus, elle n'est pas à 2 voies, elle est plutôt à sens unique, et qu'elle n'est pas complètement totale. Et donc, parce qu'effectivement, le mur de Berlin est tombé, mais il y a des murs qui s'érigent de partout, au Mexique, en Palestine, au Sahara, etc., etc. Et donc, il y a une rétraction aussi par rapport à cet effort de globalisation. Parce qu'en fait, on vit tous sur la même planète. La planète s'est rétrécie, parce que chacun peut toucher l'autre directement. Maintenant, quand un enfant part faire ses études au bout du monde, en fait, il est en contact par WhatsApp, par Skype avec ses parents, ses copains, il ne perd pas le contact. Donc on a ce contact immédiat. Mais en même temps, si nous vivons tous sur la même planète, si le monde est, pour reprendre l'expression de Marshall McLuhan, un village global, c'est-à-dire que comme dans un village, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît Kylian Mbappé, tout le monde connaît le pape François, tout le monde connaît Abdelkar El-Baghdadi. Tout le monde connaît Léo Messi ou Beyoncé. Donc vous avez des citoyens du monde qui sont connus partout, qui sont des références universelles. Mais en même temps, s'il y a ces figures universelles et que l'on sait la guerre civile en Syrie, on le sait. On est averti tous les jours de ce qui se passe. Il y a 30 ans, le père de Bachar Hafez el-Assad avait en une journée massacré 40 000 Syriens dans la ville d'Hama. On l'a su plusieurs mois plus tard. Et voilà. Parce que, aujourd'hui, il n'est plus possible d'ignorer ce qui se passe au loin, mais donc on est bien dans un village global, mais ce village global n'a pas de maire, il n'a pas de conseil municipal, parce qu'on n'est pas d'accord sur les solutions à apporter aux défis qui sont posés, et au contraire, il y a ce que Macron appelle la crise du multilatéralisme,
c'est que les grandes nations ne sont pas capables de se mettre d'accord sur la façon de résoudre les défis. Et c'est bien le paradoxe et la difficulté, c'est que les défis sont globaux. Le réchauffement climatique, il touche tout le monde. D'ailleurs, on voit les feux en Californie. Trump est climato-sceptique, mais il suffit de regarder ce qui se passe en Californie ou en Floride quand il y a des ouragans pour voir que les États-Unis ne sont pas à l'abri du réchauffement climatique. Il touche tout le monde, mais est-ce qu'on est d'accord pour les décisions à prendre? Le terrorisme touche tout le monde, est-ce qu'on est d'accord? Et donc, en fait, il y a de nombreux défis globaux auxquels on ne veut pas apporter de réponse commune parce que les souverainetés veulent être protégées, personne ne veut faire l'effort de céder un petit peu de lui-même pour trouver une solution globale. Et quand on parle de la communauté internationale, c'est un mot valise, c'est-à-dire, comme dans une valise, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Derrière le terme communauté internationale, vous mettez ce que vous voulez. Mais en fait, c'est un terme qui est une sorte d'oxymore. Il n'y a pas de communauté internationale. Quand est-ce qu'on parle de communauté internationale? Pour dire qu'elle a échoué. Et vous allez entendre que la communauté internationale est incapable de résoudre la guerre civile en Syrie, de résoudre la crise des réfugiés, de résoudre la question du terrorisme, etc., etc. On parle de la communauté internationale pour célébrer ou déplorer ses échecs. Quand est-ce qu'on parle de ses succès? C'est rarissime. Il y a eu l'accord de Paris en décembre 2015 contre le réchauffement climatique, qui a été déchiré ensuite par Trump, puis par Bolsonaro. Et c'était une exception. En fait, la communauté internationale, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu. Parce qu'elle n'est pas incarnée. Elle n'est pas incarnée parce que nos divergences, nos souverainetés sont encore trop fortes. Et dans ce monde, en fait, globalisé, il y a de plus en plus d'acteurs internationaux. Les acteurs, c'est quoi? Il y a une scène internationale. On parle souvent, nous les politistes, de la scène internationale. Et sur la scène, il y a des acteurs. Sauf que, auparavant, il y en avait peu, et maintenant, il y en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus diversifiés. À la fin du XIXe siècle, Bismarck pouvait dire « Les relations internationales, c'est simple, il suffit d'être 3 contre 2 ». Pourquoi Bismarck disait ça? Parce que, à la fin du XIXe siècle, effectivement, il n'y avait que 5 puissances dans le monde. L'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, la Prusse, puis l'Empire allemand, la France et l'Angleterre. Il n'y avait pas, les États-Unis étaient en dehors du monde, l'Amérique latine n'existait pas dans les affaires mondiales, il n'y avait que 2 pays indépendants en Afrique avant la Première Guerre mondiale, et toute l'Asie était occupée. La Chine sous concession, le Japon était un peu à Andorre, mais elle n'était pas encore développée. Les Indes étaient néerlandaises, les Indes étaient britanniques, l'Indonésie néerlandaise et l'Indochine française. Il n'y avait pas de... Bon. Et puis, ça a explosé. En 1962, Raymond Aron, dans son livre phare « Paix et guerre entre les nations », qui est un peu le gros bouquin sur lequel tous les étudiants de relations internationales ont bûché un jour ou l'autre, à l'époque, disait « Les relations internationales sont avant tout des relations interétatiques, qui sont manifestées par 2 personnages symboliques qui sont le soldat et le diplomate. Le soldat pour faire la guerre, le diplomate pour faire la paix. En fait, souvent, c'est l'inverse d'ailleurs, mais bon, en tous les cas, il le présente comme ça. Aujourd'hui, non. Qui peut dire que les relations internationales, c'est seulement les États? Ben Laden n'était pas à la tête d'un État. Il a pesé sur les relations internationales. Pablo Escobar n'est pas à la tête d'un État. Il a pesé sur les relations internationales. La FIFA pèse sur les relations internationales. Médecins sans frontières également. Et puis Greenpeace, les GAFA, etc. Il y a un tas d'acteurs internationaux. Entre les ONG, les collectivités décentralisées, les firmes multinationales, et les GAFA sont à part, les médias, etc. Il y a un tas d'acteurs qui sont apparus et qui veulent leur part de pouvoir et qui, chacun, tout pèse un peu sur la décision. Ce qui fait que quelqu'un qui doit prendre une décision aujourd'hui est face à la difficulté qu'il doit, comme les avions d'antan, il a des centaines de compteurs à regarder en même temps pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'effectivement, Exxon peut avoir un impact sur la décision, mais également Greenpeace. Donc comment arbitrer? Et également les médias, mais également telle ville qui peut aussi investir, etc. Donc en fait, les relations internationales, elles se sont multipliées, complexifiées, et le pouvoir, il est aujourd'hui atomisé. Mais néanmoins, les États restent l'acteur central des relations internationales. Et les autres acteurs s'adressent toujours aux États. Donc, il faut bien voir que l'État a perdu le monopole de la qualité d'acteur des relations internationales, mais qu'en même temps, c'est toujours le pivot.
et ceux qui disaient, certains de mes collègues parlaient de la fin des territoires, de l'obsolescence des États. Mais vous voyez tous les conflits en cours, c'est bien des conflits pour les territoires. En Syrie, on se bat pour un territoire. En RDC aussi. Le conflit israélo-palestinien, il n'est pas religieux, contrairement à ce que disent certains. Le but des Israéliens n'est pas de convertir au judaïsme les Palestiniens. Le but des Palestiniens n'est pas de convertir soit à l'islam, soit au christianisme les Israéliens. Ils se battent bien pour des territoires très délimités. Et vous pouvez prendre l'ensemble des choses. Eh bien, l'appartenance ou non à l'UE, elle est aussi une question de territoire. Donc les États, contrairement à ce que certains disaient au début des années 90, sont restés les pivots des relations internationales. Et si le monde bouge, et il bouge beaucoup, en même temps, et ça c'est une erreur que nous les commentateurs faisons souvent, en même temps, le monde ne bouge pas tant que ça. Des révolutions stratégiques, il n'y en a pas tous les ans, et même pas toutes les décades d'ailleurs. Il y a toujours un peu une surenchère dans l'analyse de dire « Ah, demain ne sera plus comme hier » ou « plus rien ne sera comme avant ». C'est souvent faux. C'est même... Alors en même temps, c'est comme l'être aimé de Verlaine, qui n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Le monde change effectivement chaque jour. Demain, le monde sera un petit peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde quelque peu différent de ce qu'il était hier. Mais dans les structures fondamentales du monde, les structures fondamentales, elles restent. On dit parfois que le 11 septembre a changé le monde. Non, le 11 septembre n'a pas changé grand-chose. Alors on peut dire que les décisions prises après le 11 septembre ont changé les choses, mais les États-Unis n'étaient pas obligés de se lancer dans la guerre d'Irak après le 11 septembre. Si Al Gore avait été élu, il n'y aurait pas eu la guerre d'Irak en 2003. Les néoconservateurs ont profité d'un effet d'aubaine. Et même la guerre d'Irak, elle change le monde, mais elle ne change pas les structures fondamentales du monde. Si on prend les rapports de force structurels entre les grandes puissances, c'est ça qui fait l'ordre international, le 11 septembre n'a rien changé. Si 2001 est une date importante, c'est parce que c'est, pour la Chine, l'année de son adhésion à l'OMC. Et Pascal Lamy dit souvent que l'adhésion de la Chine à l'OMC a plus changé la structure profonde des relations internationales que le 11 septembre. Parce que les rapports de force entre le Japon, la Chine, l'Europe, la Russie, les États-Unis n'ont pas été affectés par le 11 septembre. Les États-Unis ont été touchés comme jamais ils ne l'ont été. Est-ce qu'ils ont été affaiblis? Non. Ils ont été affaiblis par la suite, de par les décisions qu'ils ont prises dans la guerre d'Irak. Mais ce n'est pas le 11 septembre qui les a affaiblis. Et puis son affaiblissement a été graduel, un petit peu chaque année. Mais ce n'est pas le 11 septembre qui l'a mis à genoux. Et quand on voit pourquoi les gens pensent que le 11 septembre a changé le monde, c'est qu'on confond l'émotion et la raison. C'est qu'on a tous, et j'imagine que tous ceux qui ont plus de 25 ans ici se rappellent à quel moment ils ont appris cela. Et chacun a dans la rétine l'image des tours jumelles qui s'effondrent. Parce que c'est spectaculaire, parce qu'on était tous allés, ou on avait tous vu les Twin Towers, au moins dans les films, il n'y avait pas un film sur New York sans qu'on voit les Twin Towers, que les États-Unis paraissaient l'hyperpuissante décrite par Hubert Védrine, donc inattaquable, etc. Et toc, c'est là qu'ils sont atteints comme jamais ils l'ont été, parce que on a comparé le 11 septembre à Pearl Harbor, et Pearl Harbor, ce n'est pas le territoire continental américain, c'est dans les îles, c'est plus loin. Et donc là, on atteint les Américains au cœur, avec New York, le Pentagone, et si l'avion qui n'a pas... La légende urbaine, enfin, dit que les passagers de l'U-93 se sont révoltés et ont tué les terroristes, mais c'est une histoire à dormir debout. On leur dit qu'ils ont appris au téléphone, il n'y a pas de téléphone dans l'avion, qu'il y avait des attentats, donc en fait l'avion était abattu par la chasse américaine, parce que sinon il allait sur la Maison Blanche. C'est ça la vérité. Mais en tous les cas, les rapports de force structurels n'ont pas changé. La dernière fois que les rapports de force structurels, que le monde a changé, c'est avec la fin du monde bipolaire. Alors des fois on dit c'est pas le 11-9, c'est le 9-11 pour le 9 novembre 89, chute du mur de Berlin, mais le monde bipolaire il ne s'effondre pas avec la chute du mur de Berlin. C'est à l'inverse, si le mur de Berlin tombe, c'est que le monde bipolaire est déjà largement effrité, de par la politique de Gorbatchev, de par sa volonté de se réconcilier avec l'Ouest, et puis de l'enchaînement des événements. La fin du monde bipolaire, c'est pas une date. Là aussi on confond la photo avec la réalité, et c'est un processus qui se construit sur plusieurs années, qui commence en mars 85 quand Gorbatchev arrive au pouvoir, après 87 la maison commune, la perestroïka, le retrait d'Afghanistan, l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires, la fin de la doctrine Brejnev, etc., etc. Et la participation de l'URSS à la guerre d'Irak. Et la grande différence entre la guerre du Golfe de 90 et la guerre d'Irak de 2003, c'est ça.
c'est que la première était une guerre internationale menée par l'ONU pour punir quelqu'un qui avait violé gravement le droit international. Le second a été une guerre occidentale contre un pays arabe. Et donc la seconde a généré du terrorisme. La première, elle n'a pas généré du terrorisme. C'est la grande différence. Donc la dernière fois que le monde a changé, c'est lorsque le monde bipolaire s'effondre. Et depuis, le monde est en recomposition. Parce que les cartes sont redistribuées. Elles sont redistribuées là un peu tous les jours. Et on voit bien quand même qu'en 1973, Nixon et Kissinger définissaient les 5 pôles principaux de puissance en disant ce sont les États-Unis, l'URSS, l'Europe, le Japon et la Chine. C'est les mêmes aujourd'hui. Le Brésil, l'Inde sont loin. Ils sont pas. Alors il n'y a plus l'URSS, c'est la Russie. L'ordre n'est plus tout à fait le même, mais on voit que. Mais on n'est plus dans un monde bipolaire. On est dans un monde. Le monde. Est-ce que le monde bipolaire a cédé la place à un monde unipolaire ou multipolaire? Les deux thèses s'affrontent régulièrement. En fait, je pense ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Le monde n'est pas multipolaire parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'équivalent de la puissance américaine. Et quand je dis ça, moi je suis un réel politicien, je dis ça de façon clinique, de façon notariale. Je constate que, je ne dis pas que je m'en réjouis, que je déplore, mais je constate qu'il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine de nos jours. Si on prend les 4 critères de la puissance, les Américains sont en tête dans chacun. Et plus encore si on les réunit. Puissance stratégique, c'est évident, ils font plus de 40%, 43% des dépenses militaires mondiales. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En même temps, est-ce qu'ils sont en sécurité? Non. La preuve, on se fait emmerder à Los Angeles pour rien. Et ils ont perdu la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan. Ils ont perdu la guerre. 2 guerres qu'ils ont perdues contre des bandes armées faiblement. Les 720 milliards de dépenses militaires annuelles des États-Unis ont perdu la guerre contre les talibans et contre des milices irakiennes. C'est ça la vérité. Mais bon, ils sont la première puissance stratégique mondiale. Ils sont aussi la première puissance économique parce que l'Union européenne, si on agrégeait les PIB, ils seraient devant. Peut-être un peu moins avec le Brexit, mais bon. Mais l'Union européenne, c'est une fédération d'États-nations, c'est pas un État, donc c'est pas pareil. Et la Chine, toc, rattrape, mais elle est encore dans le rétroviseur, elle n'est pas devant. Dans le domaine technologique, les GAFA, on voit bien que la technologie, etc. Et il y a surtout un pouvoir américain que Trump arrive quand même à affaiblir, mais qui est très fort, c'est ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir d'influence. On distingue le hard power, le pouvoir militaire, le pouvoir économique, on fait des sanctions, avec le soft power qui est le pouvoir de convaincre. En fait, même ceux qui défilent en criant « mort à l'Amérique » le font chaussés de Nike et rentrer chez eux et regarder une série américaine. Parce que c'est ça, le soft power. Le Hollywood formate les consciences. Après, pourquoi croyez-vous que beaucoup de gens pensent que les Indiens étaient des animaux cruels qu'il fallait éliminer à force de voir des westerns? L'histoire est quand même un peu... Là, les Américains ont connu le génocide arménien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, ils ont connu le génocide amérindien. Ben, pas du tout, non. Ils reconnaissent un génocide commis par d'autres, mais le génocide qu'ils ont commis eux, pas question de le reconnaître. Et Hollywood a servi. Après 2003, dans la plupart des blockbusters américains, le méchant dans les films, le type lâche, fourbe, cruel, mec pas fiable, c'était un Français. Refus de la guerre d'Irak, toc, et ben, tu as le rôle du méchant et du type sur qui on ne peut pas compter. Donc ça produit. Quand dans la série 24 heures, Jack Bauer torture quelqu'un pour obtenir un renseignement, vous êtes là dans votre canapé, vous dites « ouais, quand même, oui, bah, il évite un attentat, il a raison, et finalement ça protège, c'est bon ». Si George Bush avait été à la tribune de l'ONU pour dire « je défends la torture parce que c'est la façon de lutter contre le terrorisme », il aurait été sifflé. Mais par Hollywood, ça passe mieux. Donc bon, un tiers des étudiants qui étudient à l'étranger étudient dans les universités américaines. Donc ça crée de l'influence, ça aussi. Parce que ceux qui reviennent, bah, ils sont un petit peu américains quand même. Ils ont un petit drapeau de la bannière étoilée dans leur tête et dans leur cœur. Donc tout ça crée de l'influence. Donc il n'y a pas qu'il équivalent. Les filles de Xi Jinping, la fille de Xi Jinping a été étudiée à Harvard. Les filles d'Obama n'iraient pas étudier à Pékin. Donc c'est... Enfin peut-être, mais ce sera vraiment un choix bizarre quoi, en tous les cas. Pas naturel, mais tous ceux qui contestent la suprématie américaine
ont comme objectif d'envoyer leurs gosses étudier aux États-Unis pour être au cœur du pouvoir. Donc le monde n'est pas multipolaire. Mais en même temps, et c'est l'erreur de Trump, enfin quoique, le monde n'est pas non plus unipolaire, comme l'a cru George Bush en 2000. Pourquoi le monde n'est pas unipolaire? Parce que le monde est globalisé, justement. Et que dans un monde globalisé, la puissance est tellement diversifiée et émiettée qu'un acteur seul, même s'il est le plus puissant du monde, ne peut pas faire la décision. Et je vais vous prendre quelques exemples qui montrent cela. Si le monde était unipolaire, ça ferait longtemps que le régime iranien n'existerait plus. Parce que son renversement est un objectif constant, pas seulement de Trump, mais des présidents précédents. Et je ne vous parle même pas du régime cubain. Si le monde est unipolaire, Cuba est un pays capitaliste avec des élections, etc. Mais il n'y a plus de régime communiste. Si le monde est unipolaire, eh bien, la Crimée, les Russes se disent « Oups, je me suis trompé, on rend la Crimée à l'Ukraine, on a fait ça dans un moment d'égarement, mais acceptez nos excuses et la Crimée redevient ukrainienne. » On n'en prend pas le chemin. Hein, c'est pas, bon. Si le monde est unipolaire, Kim Jong-un se dit « je fais confiance à mon ami Donald Trump qui garantit ma sécurité, donc je renonce à l'arme nucléaire parce que c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mon ami qui ainsi va gagner les élections. » Bon, si vous pensez, Donald Trump s'était moqué à Noël dernier d'un enfant de 7 ans en disant « c'est quand même bizarre que tu crois encore au Père Noël à ton âge, 7 ans », mais lui, en 75, s'il pense que Kim Jong-un va abandonner l'arme nucléaire, c'est lui qui croit au Père Noël. Parce que Kim Jong-un, il ne va certainement pas abandonner l'arme nucléaire, c'est son assurance-vie. Et puis il se dit, à juste titre, si Kadhafi et si Saddam Hussein avaient l'arme nucléaire, il sera encore en vie et au pouvoir. Donc pas question que je cède. Donc, et je pourrais multiplier les exemples pour montrer que le monde, il n'est pas unipolaire. Il n'est pas multipolaire, il n'est pas unipolaire. Il est en recomposition et il est globalisé. Et donc, même le pays le plus puissant ne peut pas imposer sa volonté. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que Donald Trump veut faire exactement l'inverse en tout de ce qu'a fait Barack Obama. Il le déteste cordialement. Il veut tout détruire, l'Obamacare, l'accord nucléaire iranien, l'accord de Paris, etc. Mais en fait, ils ont tous les deux un point d'accord, c'est que, justement, le point d'accord, c'est quoi? C'est que le monde n'est pas unipolaire. Parce que quand Donald Trump dit « Make America Great Again », eh bien, il admet que les Américains ne dominent plus le monde. Parce que sinon, il ne serait pas nécessaire de rendre la grandeur à l'Amérique si elle ne l'avait pas perdue. Et donc, bien sûr, ils ne sont pas d'accord sur les causes. Trump va dire que c'est à cause d'Obama que les Américains ne sont plus les maîtres du monde. Et Obama va dire que c'est une évolution globale due au changement de rapports de force globaux. Mais ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il faut que les États-Unis se retirent des bourbiers dans lesquels les administrations précédentes, démocrates et républicaines, les ont entraînés. Parce qu'ils ont tous les deux compris que les États-Unis n'étaient plus la puissance qui pouvait imposer sa volonté à l'ensemble des autres. Même si Trump ne veut pas le faire par la voie militaire, il veut la faire par la voie des sanctions, par la voie de l'embargo. Regardez ce qu'il fait avec l'Iran. Il veut empêcher l'Iran de vendre du pétrole et il dit aux autres pays, si vous ne cédez pas, vous aurez des sanctions. Et la plupart des pays cèdent finalement, y compris la France. Total s'est retiré de l'Iran. Et c'est pour moi d'ailleurs un enjeu majeur, c'est qu'on est dans la situation paradoxale où c'est notre allié stratégique, les États-Unis, qui menace le plus notre souveraineté. Parce que ni Pékin ni Moscou ne nous demandent de ne pas acheter du pétrole à l'Iran ou n'importe quelle autre matière ou quel autre producteur. On est là, moi je pense personnellement qu'il y a une grande crise du monde occidental, parce que celui qui est à la tête du monde occidental nie l'existence même du monde occidental et veut réduire les autres États à l'état de vassaux. Pour Trump, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des vassaux ou des rivaux. Et il faut que tout le monde courbe la tête. Et donc là, on est, j'aime pas cette expression, mais on est vraiment à la croisée des chemins. Parce que si on cède, eh bien, on va devenir, les pays européens, comme étaient les pays du pacte de Varsovie à l'égard de l'Union soviétique. Est-ce qu'il va réussir son pari? Ce n'est pas certain. Est-ce que certains disent, oui, c'est un mauvais moment à passer? On ne peut pas prévoir qu'il ne soit pas réélu. Et la grande erreur que l'on fait avec Trump, c'est de ne pas le prendre au sérieux. C'est de rigoler de lui, de dire « Ah, vous voyez, il a encore fait un tweet ridicule, etc. » Pendant ce temps-là, les gens votent pour lui. Trump a été pris de haut par les élites américaines. 94% des gens qui habitent à Washington ont voté Hillary Clinton. Et c'est Trump qui a été élu.
Et donc vous avez là une petite communauté, et pourquoi il était sifflé lors du match à New York? Parce que New York a voté à 90% pour Hillary. Mais New York et Washington ne représentent pas les États-Unis. Et tous ceux qui s'estiment déclassés, méprisés, et plus les médias étaient contre Trump, plus les gens qui s'estiment méprisés par les médias disaient bah, c'est bien lui qui nous représente. C'est pas Hillary Clinton qui parle des dispensables. Et la légende qui veut que ce soit la Russie qui fait élire Trump, c'est une façon pour les démocrates de ne pas aborder leurs propres responsabilités et de voir que ce qui s'est passé aux États-Unis et s'est passé avec le Brexit, se passe en France aussi avec les contestations, c'est que tous ceux qui s'estiment délaissés par ceux qui sont à la tête émettent un vote protestataire parce qu'ils ont envie de protester, tout simplement. Et Trump est le résultat. Mais il n'est pas certain. Alors, il n'est pas certain d'être élu en 2020, mais il n'est pas certain qu'il ne soit pas réélu. Et donc là, il essaye de faire un peu remonter le temps. L'idéal de Trump, c'est l'Amérique des années 60. Il n'y a pas de concurrent international, l'URSS est quand même loin derrière. On ne voit pas les Noirs et les femmes restent loin. Ça, c'est ça le monde de Trump. Un monde dans lequel les Noirs et les femmes se taisent et où il n'y a pas d'équivalent de la puissance américaine. Donc il veut revenir à ça. Je ne suis pas sûr qu'il y parvienne, mais en tous les cas, son orientation est là-dessus. Or, et je vais passer rapidement parce que c'est tout le thème du colloque des 3 prochains jours, le grand duel qui se profile, c'est un duel sino-américain. C'est pourquoi? C'est ce que Graham Allison, un stratège américain, a appelé le piège du Silide. Alors on va dire, quel est le rapport entre la Chine de Xi Jinping, les États-Unis de Trump et la guerre entre Sparte et Athènes? Non, oui, c'est effectivement, Thucydide avait, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, montré que la guerre était devenue inéluctable entre Sparte et Athènes à partir du moment où Sparte n'acceptait pas la montée en puissance d'Athènes. Sparte a gagné la guerre, mais après les cités grecques ont disparu au profit de Rome. Et dans son livre, Graham Allison regarde 16 cas où, grosso modo, le numéro 2 rattrape le numéro 1. Mais quand j'ai beaucoup travaillé sur la Chine ces temps-ci, en partie pour ce colloque, en 80, la France a 4 fois le PIB de la Chine. Aujourd'hui, le PIB français est 3 fois inférieur au PIB chinois. En 98, quand Google est créé, il y a 0,2% des Chinois qui ont accès à Internet. Aujourd'hui, il y a 800 millions d'internautes en Chine. Donc, mais quand nous, la France, on a été dépassés par la Chine, on ne s'est pas roulé par terre. Et tous les pays européens, pareil. On a dit, c'est un défi, etc. Mais pour les États-Unis, se faire doubler par la Chine, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que depuis 1945, ils sont habitués à être le numéro 1. Nous, ça fait longtemps qu'on n'est plus la première puissance mondiale. Donc on n'a pas cette nostalgie. Et l'Europe sait qu'elle n'est plus au centre du monde. Elle revendique sa place, mais l'Europe a perdu tout désir de diriger le monde, qui l'a entraîné à sa perte. Les États-Unis n'ont pas perdu cela. Un Américain, il faudrait donc être né en 1925 pour avoir une vision consciente d'un monde qui n'est pas dominé par les Américains. Donc il y a quand même très peu d'Américains qui n'ont pas conscience de cela. À ces facteurs historiques, donc depuis 1945 on est le numéro 1, va s'ajouter un autre facteur, la destinée manifeste. Les Américains sont convaincus que c'est un peuple missionnaire et que leur mission est d'apporter la liberté au reste du monde. Et que ce ne sont pas les Chinois qui vont faire ça. Et que leurs valeurs sont supérieures aux valeurs des autres civilisations. Donc quand vous pensez que vous êtes le plus fort et le meilleur et que vous n'avez jamais pensé autrement, la concurrence, elle est dure à accepter. Il y a déjà un cas, alors il y a des cas où ça s'est bien passé, quand l'Espagne double le Portugal, quand les États-Unis doublent l'Angleterre, quand l'Allemagne double au niveau européen la France et l'Allemagne. L'Allemagne double la France et le Royaume-Uni au niveau européen. Mais il y a d'autres exemples un peu moins souriants, et notamment l'exemple de la Première Guerre mondiale. Parce que qu'est-ce qui a amené... Alors certains disent oui, mais il y a un tel commerce entre la Chine et les États-Unis que la guerre n'est pas possible. Le doux commerce n'amène pas toujours à la paix. D'une part, le commerce n'est pas très doux en ce moment entre Chinois et Américains. Mais qui était le premier partenaire réciproque l'un de l'autre avant 1914? L'Angleterre et l'Allemagne.
Et ça ne les a pas empêchés d'aller à la guerre parce que l'Angleterre ne pouvait pas accepter la montée en puissance de l'Allemagne, notamment dans le domaine maritime. Donc, la façon dont les États-Unis vont gérer la montée en puissance de la Chine est capitale. Alors, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a la dissuasion nucléaire qui calme les ardeurs quand même guerrières. Mais on voit bien que Trump essaye par tous les moyens de... Mais les Chinois ne vont pas s'arrêter de se développer parce que ça crée des erreurs d'estomac à Washington. Ils sont sur un autre mode. Et Trump a passé un coup de fil il y a 5 mois à Carter, parce qu'il apprécie Carter, parce que Carter l'a soutenu dans sa négociation avec Kim Jong-un. Et Carter lui a fait, il dit, c'est pas possible, les Chinois ils développent, etc. Et Carter lui a fait cette réflexion. En fait, les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis ont été ouvertes en 1979, quand Carter était président. Le grand rapprochement, c'est 71 et 72 avec le voyage de Nixon, mais voilà. Officiellement, 1979. Et Carter a cette réflexion, depuis 1979, la Chine n'a jamais été en guerre. Depuis 1979, nous avons toujours été en guerre. Et effectivement, les routes de la soie est un projet qui a été qualifié de vocation hégémonique par Emmanuel Macron, mais qui, pour les pays qui le reçoivent, peut être plus attractif que les F-16 et les B-52, et qui est reçu différemment. Et les Chinois se mettent au soft power. Les instituts Confucius, il y en a un ici, il y en a plus d'une centaine dans le monde, il n'y en avait aucun il y a 10 ans. Nous, on est en train de bricoler, de savoir comment on fait pour garder nos alliances françaises. Et puis, sur tous les domaines, ils ont une croissance. Pourquoi? Parce que Trump, lui, il a 2020 comme horizon, Xi Jinping, il a 2030 ou 2050. Et aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, la question est de savoir quand elle va le faire. Parce que la tendance est là. La tendance est là. Il y a 12 ans, il n'y avait pas une seule ligne de train à grande vitesse en Chine. Aujourd'hui, il y en a plus en Chine que dans l'ensemble du reste du monde. Et je pourrais multiplier les exemples pour montrer ce formidable développement, et y compris dans la lutte pour l'intelligence artificielle, qui est la bataille de demain. Les Chinois font jeu égal avec les États-Unis, et comme ils ont une masse de données plus grande, et comme les citoyens chinois, ça ne les gêne pas que leurs données soient utilisées, ils n'ont pas une volonté de protéger leur vie privée autant que les Américains, là, très rapidement, les BATX vont prendre le pas sur les GAFA. Mais on ne peut pas résumer le monde à un duel sino-américain, parce qu'il y a d'autres acteurs. Et comme il faut quand même qu'on ait le temps du débat avec vous, je vais résumer, accélérer mon propos pour dire rapidement les 3 autres pôles. Le Japon, la grande différence entre la fin de la guerre froide en Europe et la fin de la guerre froide en Asie, c'est que, ni les revendications territoriales n'ont pris fin en Asie, le Japon n'est toujours pas en paix avec la Russie, ils n'ont toujours pas d'accord de paix, et les rivalités sont toujours très présentes. Et le Japon a peur de la Corée, du Nord, du Sud, de la Russie, de la Chine. Donc le Japon ne peut pas assurer seul sa sécurité. Il aura toujours besoin d'une protection américaine. Et quand le Japon voit que Trump change d'avis tous les 4 matins, il y a une angoisse japonaise par rapport à l'absence de garantie que Trump peut donner. Puisque quand on voit qu'il laisse par exemple bombarder un terminal pétrolier, enfin une infrastructure pétrolière de la première importance en Arabie Saoudite sans réagir, eh bien, les Japonais disent qu'est-ce qui se passerait dans d'autres cas. Donc, les Japonais, faute de s'être réconciliés pour ne pas avoir... Il n'y a pas eu un premier Japonais qui a fait comme Willy Brandt, qui se met à genoux devant le monument du ghetto de Varsovie. Les Japonais ont toujours été révisionnistes par rapport à le sac de Nankin, les femmes de réconfort coréennes. Tout ça, ça passe assez mal. Donc, le Japon est à la fois le 3e PIB mondial, mais il ne sera jamais sûr de sa sécurité. Il y a un acteur que l'on a sous-estimé, c'est bien sûr Poutine. Alors Poutine, on dit qu'il veut recréer l'URSS, non. Certes, Poutine a déclaré que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle a été la disparition de l'Union soviétique. Il a dit cela parce que, pour lui, il y avait un équilibre des forces auparavant qui conduisait la guerre d'Irak de 2003 n'aurait pas été possible avec l'URSS existante. Donc effectivement, l'équilibre des forces qui amenait à une prudence des acteurs n'existe plus.
Mais en même temps, Poutine, qui est l'être le plus réel politicien, rationnel et cynique, je crois que ce qu'il définit bien, c'est une autre phrase quand il dit « Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui veut la recréer n'a pas de tête. » Et Poutine connaît les limites de sa puissance. Quand l'OTAN dit il y a une menace où certains militaires français, enfin les milieux de l'OTAN disent oui, il y a une menace, des hommes politiques, des journalistes, la presse française fait du Poutine bashing tous les 4 matins. Donc on dit il y a une menace militaire russe. C'est une plaisanterie de garçon de bain. Il n'y a pas de menace militaire russe. Il y a éventuellement un défi stratégique russe. Les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards de dollars. Les dépenses militaires des pays européens membres de l'OTAN, c'est 240. Donc il n'y a pas de menace militaire russe. Tout ça, c'est une fumisterie pour qu'on garde l'OTAN, parce que quand vous êtes à l'OTAN, vous n'avez pas envie de fermer boutique. C'est pas bon. Et que ça permet aux Américains de dire on va monnayer notre protection, rester docile, parce qu'il y a une menace militaire russe. Alors, je comprends que les Baltes ou les Polonais, vu leur histoire, aient quelques soucis. Mais stratégiquement, il n'y a pas de menace militaire russe. Mais la grande force de Poutine, eh bien, c'est d'apparaître pour plus puissant qu'il n'est. Parce qu'avec des moyens réduits, effectivement, il a gagné la guerre en Syrie, avec une trentaine d'avions, 5-6 000 personnes, soldats seulement. Ce n'est pas des engagements de centaines de milliers comme les Américains en Afghanistan ou en Irak. Mais il a gagné la guerre de Syrie. Je ne porte pas un jugement de valeur sur la nature du régime de Bachar el-Assad, qui est un criminel de guerre. Mais d'un point de vue de réel politicien, Poutine a gagné. Et en fait, Poutine, il parle aux Iraniens, il parle aux Saoudiens, il parle à Israël, il parle au Hamas. Moscou est devenu la nouvelle Mecque du Proche-Orient. C'est le seul qui a des contacts avec tout le monde. Et là, ils ont fait un sommet Russie-Afrique où 40 chefs d'État et de gouvernement se sont déplacés à Sotchi. Donc Poutine a le don, avec un jeu très limité, eh bien, parce qu'il a une vision à long terme et qu'il sait analyser les rapports de force et que, eh ben, effectivement, il se fait obéir. J'étais dans son discours devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a dénoncé l'État profond, donc l'administration, et le Quai d'Orsay en l'occurrence, qui bloquait le rapprochement qu'il pouvait faire avec la Russie. Donc les diplomates, certains diplomates du Quai d'Orsay, les néoconservateurs, disent non, non, la Russie, c'est pas bien, c'est pas démocrate, donc on faut pas, ils ont annexé la Crimée, tant qu'ils rentrent pas à la Crimée, on leur parle pas, donc on leur parle plus jamais. Hein. Bon. Et donc Macron dénonce l'État profond. Je suis allé, enfin, il y a un truc qui s'appelle le Forum de Valdaï, que Poutine, il y a une centaine d'experts étrangers qui viennent avec les meilleurs experts russes, et Poutine vient le clôturer, on peut lui poser des questions. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Macron sur l'État profond? Et Poutine a répondu, mais qui a été élu président? Et c'est sûr que l'administration russe ne va pas embêter Poutine sur sa volonté d'agir. Donc voilà, il a une vision à long terme. Mais en même temps, la Russie n'est pas une superpuissance. La Russie, c'est 10% du PIB américain. C'est le PIB de l'Espagne, la Russie. Donc il ne faut pas surestimer, mais on a besoin d'elle au Conseil de sécurité et on ne peut pas... et puis, il y a même d'un point de vue américain, il y a une grande erreur que reconnaissent certains stratèges et que Trump lui-même reconnaît. Quelle est pour les États-Unis la grande menace? C'est la Chine. Est-ce qu'il est intelligent de pousser la Russie dans les bras de la Chine? Non. Et en fait, là, l'administration américaine qui empile les sanctions contre la Russie par réflexe pavlovien, parce qu'ils y voient encore l'Union soviétique, est en train de tuer l'œuvre de Kissinger, qui avait réussi à opposer Pékin et Moscou, et qui jouait sur la puissance mineure pour contrer la puissance majeure. Là, on pousse la puissance mineure, qui est la Russie, parce que le rapport de force s'est inversé, dans les bras de la puissance majeure. Il me reste 2 minutes, je vais peut-être un peu déborder. L'Europe et la France dans tout ça. L'Europe, à la fois, effectivement, on pourrait dire, quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console, c'est qu'il y a un euroscepticisme très fort. En même temps, tous les pays aux alentours veulent adhérer à l'Europe, qu'il s'agisse des pays du Balkan, de la Géorgie, de l'Ukraine, et les réfugiés qui quittent la Syrie ne veulent pas aller en Arabie Saoudite, ni aux États-Unis, ils veulent venir en Europe. Donc en fait, et il y a trois chiffres qui expliquent cela très simplement, c'est 7, 22, 50. L'Europe, c'est 7% de la population mondiale, c'est 22% du PIB mondial et c'est 50% des dépenses sociales mondiales. Donc l'Europe est un Eldorado pacifique pour tous ceux qui n'y sont pas. Mais en même temps, il y a effectivement
le fait de dire qu'elle ne délivre pas les promesses qu'elle a faites. Disons qu'un homme politique traditionnel va dire ce que je fais, ce qui marche, c'est grâce à moi, ce qui déconne, c'est à cause de l'Europe, ce qui est un peu le... Bon. Mais en même temps, l'Europe est une bulle protectrice, mais qu'il faut un peu renforcer. Et c'est vrai que l'élargissement trop rapide a amené des pays qui n'ont pas les bons réflexes, puisque trop d'anciens pays du pacte de Varsovie ont une telle peur existentielle de Moscou qu'ils préfèrent encore obéir aux États-Unis que de développer un pilier européen de la défense, et qu'on ne pourra, à mon avis, le développer qu'à quelques-uns. Et un dernier mot sur la France, parce qu'il est de bon ton de dire que la France ne pèse plus, qu'on est relégué au musée de l'histoire avec le Rouet et l'âge de bronze, etc. Bon, alors non, la France n'est pas... La France est devenue une puissance moyenne. Et non, la France n'est pas le 95e pays du monde. Il y a 193 pays à l'ONU, la France n'est pas une puissance moyenne. Elle est une puissance globale moyenne. C'est tout à fait différent. C'est que lorsque la France s'exprime sur le terrorisme, le réchauffement climatique, la gouvernance économique mondiale, la crise des réfugiés et tout ce que vous voulez, elle est crédible. Elle ne fait pas la décision. Et quand il y a une nostalgie de puissance, c'est qu'on fait une erreur de deux façons. On fait une erreur sur la notion de puissance et une erreur d'histoire. Oui, bien sûr, la France n'est plus la première puissance mondiale comme du temps de Napoléon et de Louis XIV. Enfin, quoique, après Waterloo, c'était quand même pas génial, et après la guerre de sécession d'Espagne, c'était pas non plus génial. Bon, mais admettons. Mais surtout, c'est qu'auparavant, la puissance, c'était le pays A demande au PIB de faire telle chose, et comme le PIB est plus faible, il obéit. Mais la puissance, elle n'est plus là. La puissance, c'est l'influence, c'est dégager une majorité, c'est insuffler des idées, et la France tient sa place à la grande table mondiale. Donc il ne faut pas... On est un peuple qui alterne toujours entre deux défauts, l'autoflagellation, schlock, 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 on ne pèse plus rien, ou l'hubris, c'est la France dont la lumière éclaire le monde. Ni l'un ni l'autre. Mais la France est encore une voix qui porte. C'est une voix qui porte à condition de jouer de façon particulière. C'est-à-dire que si on veut être le meilleur lieutenant des États-Unis, on ne comptera pas beaucoup. On comptera pas beaucoup. Mais si on veut faire entendre une voix différente, qui donne une tonalité différente, la France était forte quand De Gaulle s'opposait à Washington et qu'il s'opposait à la première puissance mondiale. Quand Mitterrand le faisait et dégageait des voix différentes et qu'il fait son discours de Cancun pour mobiliser le Sud, et ou quand Chirac s'oppose à la guerre d'Irak en 2003. Donc si la France a une politique spécifique que je qualifie de gaulo-mitterrandiste et qui n'est pas liée à la guerre froide, parce que Chirac en 2003 c'était plus la guerre froide, donc qu'elle a une position spécifique qui n'est pas suiviste. Pourquoi ? Parce que la grande chance de la France, et c'est dans ce territoire-là que je le dis, c'est que, bien sûr c'est un pays occidental, mais elle n'est pas que cela. Résumer la France à son caractère occidental, c'est réduire la France. Non seulement parce que son territoire s'étale sur 5 continents et que les peuples qui la composent sont d'origines diverses, mais que la France, depuis le général de Gaulle, puis Mitterrand et aussi Chirac, a toujours voulu avoir un contact différent et ne résume pas son poids comme étant simplement un pays occidental. Et la France peut, au contraire, peser plus que son poids. Son poids relatif, c'est 3 à 4% du PIB mondial, c'est 1% de la population. Mais la France, depuis la Ve République, pèse plus que son poids réel. Parce qu'elle boxe dans une autre catégorie que son poids réel, parce qu'elle a une politique spécifique. Si on rentre dans le rang, si on se dit, trop tard, les États-Unis ont gagné, on va encore plus perdre notre influence. Mais si on fait entendre une voix différente, avec des solutions différentes qui sont spécifiques et qui pèsent dans le monde, là on pèsera plus parce que la France n'est forte que lorsqu'elle représente plus qu'elle-même, lorsqu'elle se fait le porte-voix de ceux qui n'ont pas de voix justement. Comme le discours de Mitterrand à Cancun, celui de Phnom Penh de De Gaulle ou les discours de Chirac, le discours de Villepin à l'ONU en 2003. Et donc c'est pour cela qu'il est extrêmement important de conserver une politique spécifique. Le multilatéralisme, il est en crise, il faut le protéger, parce que c'est aussi comme cela qu'on résoudra les problèmes qui se posent au monde. Et c'est pour cela qu'il est important de garder cette politique qui fait la spécificité de la France, parce que si on veut rentrer dans le rang, eh bien on perdra une grande partie de notre rang. Je vous remercie.